Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Spleen et Idéal. Aujourd'hui, j'ai deux lectures à vous présenter, des lectures assez différentes mais qui se rejoignent sur le fait qu'elles sont belles, qu'elles sont mélancoliques, qu'elles sont un peu étranges. Bref, je les ai beaucoup aimées, donc ça c'est quand même leur point commun. On va commencer par Bruges la mort parce que c'est la première lecture que j'ai faite. Alors, il s'agit d'un roman symboliste. C'est un récit photo, donc nous avons du récit et des iconographies. Il y en a, je crois, une trentaine. Alors, elles ne sont pas là, vous allez voir, hein, contrairement à Najda, parce qu'il y en a là aussi, elles ne sont pas là pour remplacer la description ou bien pour servir à la description d'un lieu. Elles sont là pour nous plonger dans une ambiance, une atmosphère, euh, nous faire ressentir quelque chose de l'ambiance du livre. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne lis pas énormément de récits photos. Je ne sais pas si j'aurais ressenti autant de grisaille, autant de morosité à la simple lecture. Alors probablement que oui, mais le fait d'avoir des photos de Bruges, euh, ça m'a vraiment aidé à me projeter dans le lieu et à moi aussi, bon là je vais un peu loin, mais marcher avec le protagoniste, euh, envie de mettre mon manteau parce qu'il fait froid, parce que c'est pas très lumineux, parce que on déambule, il y a personne, c'est triste. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. C'est la particularité du livre. Une autre particularité aussi, c'est qu'il y a un code. Alors je ne sais pas si c'est inséré avec cette édition-là ou si ça l'était avec les précédentes. Je ne sais pas en fait à partir de quand ça a été ajouté, mais à l'origine c'est un roman qui est paru sous forme de feuilleton dans le Figaro. Mais donc on a retrouvé le manuscrit et parfois Rodenbach a biffé certains mots ou alors il en a ajouté, mais ils ne font pas partie de la parution en fait officielle. Donc si vous voulez avec ce code on a par exemple A ça veut dire ajout. Eh bien on va avoir le récit et en bas on va avoir un ajout, ça peut être un ajout de mots, ça peut être un ajout de phrase, ça peut être un ajout de dialogue. Donc ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations sur le récit, mais aussi sur la pensée de l'auteur. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'intrigue. Alors, on suit Hugh Vian, qui a perdu sa femme il y a une décennie de cela. Il ne se remet pas de son chagrin. Il a même des reliques hein, de sa femme. Hein. Il a des cheveux, il a une tresse, il a des portraits, il a des objets. C'est un peu comme un sanctuaire. Néanmoins, il ne veut pas rester trop chez lui parce qu'il ressent la solitude, l'absence de sa femme, de la défunte. On n'a pas accès à son prénom. Donc il déambule comme ça dans la rue, dans les rues désertes, sur les quais. Et petit à petit, on comprend que la ville, elle s'érige véritablement comme un personnage et elle se confond presque avec la défunte. De toute façon, on le voit hein, dans le titre, c'est Bruges, morte. Moi, j'ai eu l'impression vraiment qu'il recherchait sa femme dans toutes les parcelles de la ville, qu'il essayait d'une certaine façon de retrouver son essence dans la ville. Donc voilà, il déambule comme ça jusqu'au jour où il rencontre le sosie de sa femme. C'est assez incroyable parce que cette femme ressemble comme deux gouttes d'eau euh, à la femme disparue. Alors parfois on rencontre des gens, on se dit oh c'est fou quand même, vraiment il lui ressemble. Mais là c'est dans tout, c'est-à-dire c'est son visage, c'est ses traits, c'est son allure, c'est ses gestes, c'est ses cheveux, c'est ses yeux, c'est sa voix, c'est absolument tout. Donc il la suit, ça devient une obsession, finalement ils se rencontrent, elle c'est une danseuse de théâtre, et ils entament une relation. Alors Jane ne sait rien de cette obsession, enfin elle pense que Hugh l'adore, mais elle ne se doute pas qu'il y a une autre femme derrière. Néanmoins cette ressemblance ce n'est qu'un leurre, hein, parce que même si elle a tout de la défunte hein, physiquement,
À l'intérieur, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand elle parle, c'est un petit peu plus vulgaire. Elle n'a pas les mêmes idées, elle n'a pas les mêmes valeurs. Elle est beaucoup plus volage. Alors, ce qui est intéressant, c'est le choix des noms. Ça s'appelle l'onomastique. L'onomastique, c'est l'étude des... Vous le savez peut-être, hein, mais enfin moi je ne le savais pas. C'est une collègue qui me l'a appris. Je l'en remercie d'ailleurs. L'onomastique, c'est l'étude des choix des noms des personnages. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand on s'y penche, hein. Très souvent, un nom n'est pas choisi au hasard. Et là, quand on s'interroge, et de toute façon c'est mentionné dans la préface, qui est une très bonne préface d'ailleurs, Hugh Vian, Vian c'est l'anagramme de veine. Et c'est vrai que c'est un personnage assez passif, presque laconique. On a l'impression qu'il a peu de volonté et je crois véritablement qu'il se laisse enrôler dans quelque chose qui le dépasse. Parce que par moments, il a des, il a un petit peu des phases de lucidité où il se rend bien compte que Jane, elle a beau ressembler à sa femme, et bien quand elle parle, ça ne suit pas. Donc il y a quand même une confusion entre ce qu'il voit, ce qu'il ressent, la réalité. Et donc Jane, on pense à Jane Avril, la muse de Toulouse-Lautrec, cette danseuse de Moulin Rouge, voilà, libre, euh, un petit peu excentrique, enfin bon, le contraire de la défunte, quoi. Et de toute façon, il est dit, hein, une citation comme ça, les ressemblances ne sont jamais que dans les lignes et dans l'ensemble. Si on s'ingénie aux détails, tout diffère. C'est c'est exactement ça. Si on regarde l'ensemble, on pourrait s'y tromper, et si on s'attache un peu plus aux détails, alors là, ça nous saute aux yeux. Donc Hugh, il va même pas chercher à se défaire, hein, de cette relation. Alors déjà, il ne peut pas se permettre de reperdre sa femme, parce que ce serait, hein, comme la reperdre, puisqu'elle lui ressemble, puisque c'est elle d'une certaine façon. Enfin, voilà, il se leurre. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas se permettre de se retrouver seul. Il ne peut pas se permettre de se retrouver avec sa solitude. Je ne vous parlerai pas de la fin parce que je ne veux pas vous spoiler, hein. L'idée, c'est vraiment de vous donner envie de lire ce livre que j'ai trouvé merveilleux. Mais je m'attendais à cette fin-là parce que, ah voilà, j'ai oublié de vous dire que c'est un livre symboliste avec une posture décadente. Donc on retrouve les codes du décadentisme, ce célibataire, bon, ce veuf isolé, névrosé, sans famille. Donc là, on se détache, hein, des codes du naturalisme, du déterminisme, de l'hérédité. Là, il est tout seul, on n'a pas accès à son environnement, on a l'impression qu'il arrive comme ça dans le récit sorti nulle part, euh, névrosé dans l'introspection. Et puis on retrouve aussi la femme fatale. Jane, elle représente cette femme fatale parce qu'elle a un ascendant sur Hugh. Elle le tient d'une certaine façon, elle l'a un petit peu à ses pieds, elle l'a comme envoûté, hein. D'ailleurs, on le retrouve, ce champ lexical-là, hein, j'en parlerai un petit peu après. Et puis aussi, elle est un peu fourbe, Jane, hein, elle n'aime pas vraiment Hugh, hein. Ce qui l'intéresse, son argent. Elle a un profond intérêt pour son argent. Voilà, dans le décadentisme, il y a très souvent à la fin un drame, et effectivement, c'est un drame, je vous en dirai pas plus, mais moi, j'ai pas du tout été déçue. Alors, je vais pas dire que je peux aimer le contenu, parce que le contenu est assez affreux, mais en tout cas, je m'attendais à cette forme-là et je suis pas du tout déçue. Ce qui concerne l'expression, bah, c'est de la poésie en prose, donc c'est vraiment très très beau, hein. Je vais vous lire un passage. Plusieurs fois, Hugh la revit, conversa avec elle, le sortilège de la ressemblance opérée. Il n'avait eu garde, cependant, de retourner au théâtre. Le premier soir, ça avait été une manigance adorable de la destinée. Puisqu'elle devait être pour lui l'illusion de sa morte retrouvée, il était juste qu'elle lui apparût d'abord comme une ressuscitée, descendant d'un tombeau parmi un décor de féerie et de clair de lune. Mais désormais il n'entendait plus la figurer ainsi. Elle était la morte redevenue femme, ayant recommencé sa vie à l'ombre, s'habillant d'étoffes tranquilles. Pour que l'évocation fût sauve, Hugh ne voulut plus voir la danseuse qu'en toilette de ville, mieux ressemblante ainsi et toute pareille. Donc on a un peu le champ lexical là, de la sorcellerie, on a manigance, on a destinée, on a illusion, on a morte retrouvée, on a ressuscité, enfin je trouve que parfois on tombe presque dans le fantastique. Vous voyez, on se dit, c'est tellement incroyable qu'elle lui ressemble autant, est-ce que est-ce qu'on basculerait pas dans quelque chose
d'incompréhensible, à la fois pour Hugh et à la fois pour nous. Donc c'est vraiment quand même une lecture assez déroutante. Autre élément aussi, donc c'est une œuvre symboliste, mais le symbolisme est un héritier du romantisme. On a pas mal de clins d'œil à Flaubert, enfin au romantique. On a le topos du coup de foudre amoureux avec c'était comme une apparition, enfin quelque chose comme ça. Donc là, on fait le lien avec la rencontre de Madame Arnoux et Frédéric. Euh, Ce fut comme une apparition, même avec Emma Bovary et Rodolphe. D'abord, ce fut comme un étourdissement. Je trouvais ça intéressant parce que ça ajoute encore une fois ce côté un peu magique, un peu fantastique hein, d'une certaine façon, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Autre chose aussi, je vous parlais des codes insérés tout au long du récit. Je vais vous lire un autre passage. Hugues songeait, quel pouvoir indéfinissable que celui de la ressemblance. Elle correspond aux deux besoins contradictoires de la nature humaine, l'habitude et la nouveauté. L'habitude qui est la loi, le rythme même de l'être. Hugh l'avait expérimenté avec une acuité qui décida de sa destinée sans remède. Pour avoir vécu 10 ans auprès d'une femme toujours chère, il ne pouvait plus se désaccoutumer d'elle. Continue à s'occuper de l'absente et à chercher sa figure sur d'autres visages. Il ajoute, donc ça on y a accès par le manuscrit, hein, chaque homme n'aime que selon un type dont il porte en lui, dès l'origine peut-être, la face décalquée. C'est si vrai que quand il rencontre la femme qu'il va aimer, son premier instinct est de dire « Vous ressemblez à mon rêve ». Et c'est pourquoi chaque homme ne semble à lui-même n'aimer vraiment qu'une seule femme dans sa vie. C'est intéressant ça quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que nous avons un type, que nous retournons sans cesse vers ce type-là, mais qu'il y a une contradiction dans la condition humaine, c'est qu'on se lasse et on a besoin de nouveauté. Donc la nouveauté crée une certaine émulsion, on s'y retrouve, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de l'habitude, il faut quand même qu'il y ait le type qu'on aime. Et j'ai l'impression que c'est un peu une boucle sans fin, on est éternellement insatisfait. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'il nous dit Rodenbach, parce que de ce que je comprends, on a ce type-là, on s'en lasse, on le cherche ailleurs, mais une fois qu'on l'a, eh ben on se lasse de nouveau, donc on le recherche. Enfin bon, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir accès à des pensées de l'auteur de cette façon-là, parce que ça ne vient pas embrumer le récit, ça vient simplement ajouter une information complémentaire, à nous ou pas de l'apprendre. Ça m'a véritablement donné envie de lire d'autres œuvres de Rodenbach et surtout plus d'œuvres décadentes. J'ai fait une sélection d'œuvres décadentes et je vous en parlerai dans un prochain épisode. On va passer à Natcha d'André Breton. Alors, comment commencer? Parce que déjà, comment qualifier cette œuvre? Je dirais que c'est plutôt une autobiographie, mais c'est à la fois aussi un peu un essai vers la fin. Enfin, c'est une œuvre plurielle. Il y a des iconographies aussi, mais cette fois-ci, les iconographies, contrairement à Bruges la Morte, elles servent directement à la description, voire même elles la remplacent. Alors, cette fois-ci, on est dans une œuvre surréaliste. Alors, ça peut être un peu déroutant, hein, les œuvres surréalistes, on peut en avoir peur, on peut se dire, mais est-ce que je vais comprendre? Est-ce que ça va pas être quelque chose de trop fragmentaire? J'ai lu, j'ai lu des personnes qui étaient assez effrayées à l'idée, alors effrayées c'est un grand mot, mais assez dubitatives, on va dire. Alors moi je suis plutôt de celles qui vont vous dire que c'est pas grave de ne pas tout comprendre d'un livre. Vous allez me dire oui, enfin, si tu comprends pas tout, tu peux passer à côté de certaines choses. Je crois que ce qui est véritablement important dans une lecture, c'est déjà d'y prendre plaisir. Voilà, de prendre plaisir à y revenir parce que sinon ça sert à rien. Vous allez me dire oui, mais il y a vraiment des classiques qu'il faut absolument lire. Non mais la lecture, il faut y prendre plaisir, d'accord? Il faut arrêter de se culpabiliser parce qu'on n'aime pas les classiques. Alors bon, j'ai un peu de mal à comprendre comment on n'aime pas les classiques. Enfin, si, Non, je comprends pas parce que pour moi, il y a énormément d'a priori et de préjugés sur les classiques. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre épisode.
Si ce que vous préférez, c'est les romans contemporains, ou bien, je sais pas, le théâtre, ou bien les BD, ou bien... Mais c'est super, l'important c'est de lire et d'y prendre plaisir. Bon, je sais même plus pourquoi je disais ça. Oui, pour moi le plus important donc c'est de prendre plaisir pendant sa lecture et de capter son essence. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous essayez d'approfondir certaines choses qui vous paraissent moins compréhensibles, mais n'allez pas rechercher toutes les informations, toutes les définitions, parce que vous allez perdre le goût de votre lecture. Véritablement, ce qui est important, c'est de capter l'essence de votre lecture. Qu'est-ce qui fait sens avec vous? Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Sur quoi vous pouvez réfléchir? Voilà. Alors, moi, je suis honnête avec vous. Avec Najda, j'ai compris l'essence du livre. La fin a été ajoutée pas mal d'années après la première parution. Donc, je trouve que c'est un peu plus décousu. On a l'impression que les pensées se désagrègent un peu. Enfin, c'est un peu un essai. Enfin, bon, c'est vraiment cette partie que j'ai moins compris. Mais au final, c'est celle qui m'a un peu intéressée le moins. Néanmoins, je vais vous parler donc de ce qui se passe. On suit André Breton, qui lui aussi se déambule dans la ville, qui adore marcher. La ville n'est pas un personnage comme dans Bruges-la-Mortain. Mais ça me fait penser, je vous conseille un podcast de conversation littéraire de France Culture où il y a un épisode comme ça sur la ville comme un personnage, vous allez facilement le retrouver, et ça m'a vraiment fait penser à mes lectures. Donc André Breton fait la connaissance de Najda dans la rue, elle lui apparaît un petit peu comme ça, hein, comme un peu un cheveu sur la soupe, si je puis me permettre. Et donc de là, il commence une relation. Je crois que lui est marié en plus, mais bon, bref. Najda, elle est en situation de précarité. Elle vit de façon assez pauvre. Je crois, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Je crois qu'elle est courtisane. Alors, ce qui est intéressant avec la relation, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur les mêmes attentes ou qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité, ou du moins, en fait, ils ne se voient pas pareillement. C'est-à-dire que Najda, elle représente tout ce qui intrigue Breton. Elle représente la surréalité. Elle va avoir une pensée qui va lui apparaître d'un coup, et bien elle va la dire, c'est pas toujours compréhensible pour Breton. Elle va se mettre à dessiner. En fait, j'ai l'impression que Najda, elle ne pense pas avec des mots, elle pense avec des images. J'ai l'impression que sa pensée, elle se traduit par symboles. Donc il y a beaucoup de dessins et de symboles de Najda, hein. Il y a aussi des œuvres d'art qui nous sont présentées, des photos de Paris, mais il y a ces dessins. Breton, si vous voulez, il est très intrigué par cette femme-là, je crois qu'il n'en a jamais rencontré de pareil, donc elle représente euh, tout ce monde-là, tout cet attrait qu'il a. Euh, pour, je pense, les éléments un peu incompris. Et Natcha, elle aime Breton véritablement pour ce qu'il est, alors que lui, il l'aime pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle lui fait ressentir, j'ai l'impression. Ce qui a été d'ailleurs reproché à Breton, hein, c'est d'alimenter la folie de Najda, parce qu'au début, on se dit que c'est un peu un personnage excentrique, un peu loufoque. En réalité, elle souffre, hein, elle ne va pas bien, et on apprend un peu plus tard qu'elle est atteinte de folie, mais ça lui a été reproché, ça, d'alimenter sa folie et de finir un peu par la délaisser. Moi, j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment Breton, en fait, la limite entre ce qu'est la folie ou ce qui n'est pas de l'ordre de la folie. Je crois qu'il s'est lui aussi laissé enrouler dans quelque chose qu'il a un petit peu dépassé. Il le dit par moments, je comprends pas, mais en même temps, j'arrive pas à me détacher. Enfin, il le dit pas comme ça, hein, je l'interprète de cette façon. Il revient sans cesse vers elle parce qu'elle l'intrigue trop. Je vous lis des extraits. Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre, où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre au drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. C'est magnifique. Et puis, j'ai pris, du premier au dernier jour, Natcha pour un génie libre, quelque chose comme un de ces esprits de l'air que certaines pratiques de magie permettent momentanément de s'attacher, mais qu'il ne saurait être question de se soumettre. Elle, je sais que dans toute la force du terme, il lui est arrivé de me prendre pour un dieu, de croire que j'étais le soleil.
Ah, vous voyez ou pas? Alors il faut que je vous lise une lettre que Najda a envoyée à Breton, enfin vers la fin de sa vie, elle lui en a envoyé beaucoup. Mon chéri, le chemin du baiser était beau, n'est-ce pas? Et Satan fut si tentant. Mais qu'est-ce que cela après avoir passé une nuit noire? Noire? Ou blanche? Vraiment, je ne sais plus. Mais je redescends toujours seule l'escalier qui a conduit au bonheur. Elle lui a écrit des lettres magnifiques qui montrent l'amour euh, l'amour qu'elle avait pour Breton. Alors lui, je dis pas, hein, je pense qu'il a aimé d'une certaine façon, mais on n'était pas sur le même amour. Hein. Je vous conseille vraiment cette œuvre. Je crois que c'est vraiment une œuvre qu'il faut lire parce qu'elle est un peu unique. Et puis, il y a ce mythe là de Nadja. Hein. Nadja, voilà, c'est quelqu'un qui a existé. Néanmoins, moi, je la vois un peu comme inaccessible, comme quelqu'un dont on ne peut pas vraiment saisir la pensée, quelqu'un de très original. Enfin, alors voilà, est-ce que finalement c'est surtout parce qu'elle était malade et qu'elle n'était pas vraiment elle-même, hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est un livre ouais, qui pose beaucoup de questions. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il n'était pas trop décousu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une chaîne YouTube qui a le même nom que ce podcast. Parce que ce que je trouve dommage avec les plateformes de podcast, c'est qu'on ne peut pas interagir, vous et moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser de commentaires, vous ne pouvez pas me dire vos lectures, vous ne pouvez pas me dire si vous avez apprécié une lecture, qu'est-ce que vous pensez d'un certain point. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Donc, sachez que vous pouvez me suivre sur YouTube et que on peut interagir sur cette plateforme. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.